Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à vous être connectés pour ce webinaire qui est consacré au nouveau téléservice santé. Je me présente, je suis Véronique Cabanès, je travaille au service santé à la direction de l'accompagnement juridique. Et bonjour à tous, Pierre de Vivi, donc à la plateforme des données de santé. Alors déjà, c'est bien le Health Data Hub. Pour nos communications françaises, on utilise notre nom juridique français. Donc aujourd'hui, c'est bien plateforme des données de santé. Donc je travaille en tant que chef de projet pour les projets liés à l'accès aux données. Et j'ai donc notamment été mobilisé pour accompagner la CNIL sur le développement du téléservice. Donc déjà avant de commencer, pour information, il y a d'autres webinaires qui sont proposés par la CNIL dans les prochains mois. Donc on vous invite à aller les voir sur le site pour le programme détaillé. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet. Le support de présentation sera envoyé par mail à tous les participants. Et aujourd'hui, on va partir sur une session de 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. On vous invite à vous poser des questions dans le chat. On y répondra donc en fin de présentation. N'hésitez pas à réagir, à commenter. On prendra le temps une fois qu'on aura tout terminé. Donc on peut commencer sur la présentation. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'abord du périmètre de ce nouveau téléservice de santé et ce qui change pour vos demandes d'autorisation. Donc typiquement, on va d'abord commencer sur de quoi on parle, donc à qui s'adresse ce nouveau téléservice. Également, on va parler du contenu du formulaire et les étapes de process de soumission, parce que la nouvelle procédure peut potentiellement poser problème aux nouveaux accédants. On sait qu'il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent être soulevées depuis son lancement en décembre dernier, sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut remplir selon le cadre de vos recherches, qui intervient dans la procédure, à quel moment, etc. Et donc déjà, pour information, il faut savoir qu'initialement, ce projet a été lancé pour améliorer les prises en charge, qui avant étaient potentiellement trop chronophages. Aujourd'hui, ce nouveau téléservice, il simplifie les procédures internes, notamment entre la CNIL et la plateforme des données de santé, surtout sur les projets de RNIPH, de demande d'autorisation qui passent par le comité éthique, le CESRES. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est justement pour améliorer la prise en charge, il faut accompagner les porteurs, donc une partie d'entre vous, pour que vous puissiez vous repérer dans le formulaire, que vous soyez préparé à remplir un dossier solide, et ensuite qu'on puisse avoir une instruction la plus fluide possible. Donc pour commencer, tac. Je vais essayer de changer la slide. La slide ne veut pas passer. Ça va aller. Voilà, parfait, Voilà. merci. Donc pour commencer, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, à qui s'adresse ce téléservice ? Donc comme vous le savez sûrement, certains traitements de données de santé sont soumis à la réalisation d'une formalité préalable auprès de la CNIL avant leur mise en œuvre. Donc qu'il s'agisse d'une procédure simplifiée, donc les fameuses méthodologies de référence, ou les demandes d'autorisation de la CNIL, il y a dans tous les cas une formalité à réaliser avec la commission. Et aujourd'hui, on va surtout parler des soumissions de demandes d'autorisation, parce que, par définition, si votre projet est éligible à une procédure simplifiée, par définition, vous n'avez pas à réaliser une démarche sur le nouveau téléservice. Alors déjà, pour vous illustrer un peu tout ça, il y a des ressources qui existent pour que vous puissiez caractériser votre recherche et comprendre si oui ou non vous êtes éligible à un cadre simplifié. Donc si oui ou non vous devez remplir un nouveau dossier sur le téléservice. Donc là-dessus, on vous met pas mal de ressources dans le chat, notamment les ressources de la CNIL et de la plateforme des données de santé. Maintenant, pour aller un peu plus loin sur le périmètre, lorsque le traitement est mis en œuvre à des fins de recherche, c'est ce que je disais, si on n'est pas conforme à une méthodologie de référence, donc à un référentiel simplifié, la CNIL se prononce après un avis du comité compétent. Donc il y a deux cas de figure, le cas de figure des RIPH, les recherches impliquant la personne humaine, et les RNIPH, les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Dans le premier cas, c'est bien les comités de protection des personnes qui va être sollicité, et donc la plateforme des données de santé, on n'est pas forcément concerné sur ce type de recherche-là, on va plutôt intervenir dans les RNIPH pour coordonner le passage des dossiers au CESRES avant justement de soumettre à la CNIL.
Et on verra plus tard que ce processus-là va intervenir dans le nouveau téléservice de santé. Mais d'abord, je laisse la parole à Véronique pour aborder le contenu du formulaire. Alors là, vous avez à l'écran toutes les étapes qui doivent être complétées pour remplir ce formulaire. Donc il y a 10 étapes. Alors, chose importante à retenir, vous devez remplir ces étapes les unes après les autres, mais dans l'ordre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais remplir d'abord l'étape 6 AIPD. Non, ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez commencer à compléter ce formulaire et vous arrêtez, je ne sais pas moi, à l'étape 4. Vous quittez le téléservice. Si vous revenez ensuite le lendemain, vous allez pouvoir reprendre là où vous étiez arrêté et ne pas recommencer depuis l'étape numéro 1. Quand vous allez arriver à l'étape 9, les pièces à fournir, va s'afficher à l'écran un récapitulatif de tout ce que vous avez saisi. À ce moment-là, si vous souhaitez faire une impression, n'hésitez pas à le faire pour imprimer ce que vous avez déjà complété. Si vous avez besoin de faire valider ou de discuter avec des collègues avant de passer à l'étape validation. Sinon, n'hésitez pas aussi à l'enregistrer au format PDF. Comme ça, vous le conservez et vous revenez ensuite sur le téléservice et vous pourrez faire la dernière étape, validation. Donc, je vous propose qu'on parcourt un petit peu les différentes étapes du formulaire. Donc, première étape, on est dans les caractéristiques du traitement. Donc, je pense que vous savez tous que pour mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, il faut un objectif précis, il faut une finalité. Donc, on va vous demander de renseigner la finalité de votre traitement. Ensuite, là, on est sur une spécificité qui est le traitement de données de santé. Donc, qui dit traitement de données de santé dit qu'il faut une finalité d'intérêt public. Donc là, on va vous demander aussi de justifier, de renseigner les détails sur cet intérêt public. Petite chose à savoir aussi, nous, la CNIL, on a la possibilité, si on le souhaite, de saisir pour avis le CESRES pour que celui-ci puisse se prononcer sur l'intérêt public du projet en question. C'est pas fréquent, ça arrive, dans de rares cas, mais ça arrive. Donc là, on est toujours dans l'étape 1, caractéristique du traitement. On va vous demander la typologie du traitement de données. Donc il y a deux grosses catégories, c'est les traitements de données de santé hors recherche et les traitements de données de santé dans le domaine pour la recherche en santé. Pour ce qui est la recherche, on ne va pas vous demander de qualifier avec précision tout de suite votre traitement, on vous demande simplement de savoir si on est sur une recherche impliquant la personne humaine ou si on est sur une recherche n'impliquant pas la personne humaine. Et en fait, si on commence à vous demander ça, c'est parce qu'en fait, ça va conditionner la liste des pièces que vous devrez fournir à l'étape numéro 9. Alors, toujours dans les caractéristiques du traitement, vous savez aussi tous, je pense, qu'il faut une base légale pour votre traitement de données. Donc, ce qu'on a indiqué, c'est qu'on a mis les bases légales qui sont les plus fréquemment mobilisées. Ça ne vous empêche pas, si vous souhaitez en indiquer une autre, de cliquer sur « Autre base légale » et vous aurez pour un cadre qui va s'afficher dans lequel vous pourrez indiquer la base légale que vous souhaitez mobiliser. A priori, à titre d'exemple, pour ce qui concerne les projets de recherche dans le domaine de la santé, on est sur l'exécution d'une mission d'intérêt public pour les organismes qui auraient dans leur statut une activité de recherche, et pour les autres organismes, c'est les intérêts légitimes. Alors, la base légale à ne pas confondre avec l'autorisation pour traiter les données sensibles, là en l'occurrence des données de santé.
Donc là, pareil, vous choisissez et si vous souhaitez indiquer une autre exception, vous avez toujours la case « Autre » qui vous permet d'indiquer l'exception que vous souhaitez mobiliser. Toujours dans les caractéristiques du traitement. L'étape 1, caractéristiques du traitement, c'est la plus longue. C'est la plus longue à remplir. Les autres sont plus courtes. Là, on va vous demander les catégories de personnes qui sont concernées. Nous, ça va nous permettre de savoir qui va être destinataire des documents d'information. Puisque bien sûr, on ne va pas vous demander de mettre les mêmes documents d'information si vous vous adressez à des personnes mineures ou si vous vous adressez à des personnes majeures qui feraient l'objet d'une mesure de protection juridique. Donc là, vous cochez les catégories de personnes qui sont concernées par le traitement. Et on vous demande approximativement le nombre de personnes concernées, mais c'est vraiment quelque chose de très large. Vous pouvez mettre une fourchette, nous, ça nous va, c'est pour avoir un ordre d'idée. Alors, on arrive à l'étape 2, on a terminé l'étape 1, on arrive à l'étape 2, la conformité du traitement. On va vous demander le cadre de référence concerné. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, vous avez encore la possibilité, éventuellement, de vous rendre compte que peut-être votre traitement est conforme à une méthodologie de référence ou à un référentiel. Quand vous allez cliquer sur un référentiel ou une méthodologie de référence, vous avez le lien qui vous permet de consulter le texte et à cette étape-là, d'éventuellement vérifier si vous ne seriez pas conforme. Si vous êtes conforme, vous faites abandonner, il n'y a pas de souci, et vous avez un lien qui vous permet d'aller faire un engagement de conformité au référentiel ou à la méthodologie de référence concernée. Oui, petite chose aussi que je pourrais vous dire sur cette étape-là. En fait, il y a une petite case tout en bas qui indique « Aucun cadre de référence n'est applicable ». En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite confusion dessus. En fait, vous avez forcément un cadre de référence applicable. Il ne faut pas confondre avec « Mon traitement ne rentre pas dans le cadre d'une méthodologie de référence ». En fait, forcément que votre traitement ne rentre pas dans le cadre d'une méthodologie de référence, sinon vous ne feriez pas une demande d'autorisation. Donc a priori, cette case-là, c'est vraiment résiduel. Il peut y avoir de très très rares cas où vous faites un traitement de données qui ne correspondrait pas à toute la liste, mais c'est vraiment vraiment très très rare. Donc cette case-là, faut pas la cocher, mais sinon c'est pas grave, on comprend bien après avec les protocoles de quoi il s'agit. Conformité du traitement. Alors là, vous nous avez indiqué à l'étape précédente quel cadre de référence s'applique. Là, vous allez nous dire en quoi vous n'êtes pas conforme. Vous pouvez cocher plusieurs cases. Vous pouvez ne pas être conforme sur plusieurs points différents. À chaque fois que vous allez cocher sur une case, vous allez avoir le cadre en dessous qui va vous permettre d'expliquer, de préciser pourquoi vous ne pouvez pas être conforme par rapport, par exemple, à la durée de conservation des données. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'information des personnes concernées. Nous, ce qui nous intéresse en priorité, c'est de savoir s'il y a ou pas une information individuelle des personnes concernées. Donc, soit il y a une information individuelle, vous cochez oui, et on vous demande d'indiquer rapidement quelles sont les modalités d'information. Est-ce que c'est un envoi par mail? Est-ce que c'est un courrier postal? Est-ce que c'est... Voilà. Et s'il n'y a pas d'information individuelle, on vous demande d'indiquer quelle exception vous avez envisagé de mobiliser. Vous allez justifier pourquoi en dessous dans le cadre. Et vous allez indiquer en dernier qu'est-ce que vous envisagez de faire pour rendre l'information publiquement disponible. Toujours l'étape 2 dans la conformité du traitement. Maintenant, on va s'intéresser à l'exercice des droits. Donc, on vous demande auprès de qui les personnes peuvent exercer leurs droits. Petit point d'attention sur l'adresse
que vous allez renseigner sur la personne auprès de qui s'exercent les droits. Il faut que vous renseigniez une adresse qui ne contient pas de données à caractère personnel. Parce qu'en effet, si vous ne souhaitez pas avoir votre nom et votre prénom sur data.gouv.fr, puisque nous on va publier en open data, il faut absolument mettre une adresse mail qui soit une adresse générique. Donc ne mettez pas votre nom, votre prénom. Maintenant, on est dans l'étape 3, les données traitées. Donc on a fait des grandes catégories de données. D'un côté, les données d'identification, de l'autre côté, les données sensibles, et une troisième catégorie qui sont les autres données. Bien sûr, il faut respecter le principe de minimisation, vous n'allez pas tout cocher. On a l'impression qu'il y a beaucoup de données, mais voilà, vous pouvez cocher une ou deux cases en fonction de votre traitement. Et il y a toujours la case « Autre », si jamais les données que vous traitez ne sont pas listées dans ce qu'on a référencé. Et pour chaque type, donc là c'est les autres données, voilà, c'est les données un peu plus qui ne sont pas des données sensibles, pas des données administratives, par exemple les enregistrements vidéo, les enregistrements audio ou les données de géolocalisation. Et pour chaque type de données que vous envisagez de traiter, on vous demande de justifier, toujours. Et quelle est la durée de conservation, à la fois en base active et en base archive. Alors, les données, une fois qu'on sait quelles sont les données traitées, on vous demande si vous envisagez soit de réutiliser une autre base de données, soit de faire une interconnexion de données. Donc, pour ce qui est la réutilisation d'une base de données qui existe déjà, nous, on va vouloir s'assurer que cette base-là a été légalement constituée et on va vouloir s'assurer aussi que la durée de conservation des données n'a pas expiré. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'indiquer comment cette base a été constituée. Est-ce que c'était une demande d'autorisation? Est-ce que c'était un engagement de conformité? Et de nous indiquer à peu près la durée de conservation des données. Si vous envisagez de faire une interconnexion de données entre, par exemple, pour un projet de recherche, des données de l'étude avec les données du SNDS, on va vous demander de renseigner les données du SNDS que vous envisagez de traiter, la profondeur historique que vous souhaitez et les modalités d'hébergement des données du SNDS. Ça, c'est pareil, ça va conditionner la liste des pièces jointes qu'il faudra joindre à l'étape numéro 9. Alors, on arrive au transfert hors UE ou pas. Vous pouvez avoir des transferts de données soit vers un pays adéquat, soit vers un pays non adéquat ou partiellement adéquat. Pour ça, on va vous demander de renseigner déjà le pays. On va vous demander de renseigner quelles sont les données qui sont transférées. Et ensuite, on va vous demander, si c'est un transfert vers un pays non adéquat, quelles sont les modalités d'encadrement de ce transfert, qui sont listées à l'article 46 du RGPD. Et si vous ne pouvez pas, si vous envisagez une exception, on va vous demander de lister l'exception que vous mobilisez, les exceptions qui sont prévues à l'article 49. Oui, petite précision quand même, je reviens en arrière, vous pouvez ajouter autant de transferts que vous voulez. S'il y a plusieurs transferts, plusieurs types de données, plusieurs pays, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un transfert ». Alors, pour les mesures de sécurité, soit vous nous fournissez une AIPD, où on a donc la partie juridique et la partie technique, qui décrit la conformité du traitement aux mesures techniques et à la sécurité des données personnelles, soit on vous fournit un modèle de document que vous pouvez intégrer, vous pouvez cliquer dessus, le télécharger et le compléter. En fait, on vous pose après 4 ou 5, je ne sais plus exactement, 4 ou 5 petites questions qui sont des questions vraiment de base qui vont nous permettre, nous, d'identifier tout de suite s'il y a une grosse problématique ou pas au niveau des mesures de sécurité. Et pareil, le nombre approximatif de personnes qui accéderont aux données, si ce n'est pas le nombre exact, il n'y a pas de souci, c'est juste pour avoir, nous, un ordre d'idée.
Alors, on arrive à l'étape 7, les parties prenantes. Alors nous, c'est juste pour savoir, ça nous permet d'identifier exactement quels sont les acteurs qui vont être impliqués et les responsabilités des uns et des autres. Vous pouvez, ça c'est nouveau, vous pouvez cliquer sur mon organisme n'a pas de sirène, puisque le responsable de traitement peut très bien ne pas être situé en France. Auquel cas, il faudra remplir à la main le nom de l'organisme et les adresses. Normalement, pour les autres organismes, si vous rentrez le numéro sirène, vous avez automatiquement les noms de l'organisme et l'adresse qui s'affichent. Ça vous fait une petite économie à remplir. Responsable légal, rien de particulier. S'il y a plusieurs responsables de traitement, vous avez une petite case pour cocher plusieurs organismes sont responsables de traitement. Donc là, vous pouvez, pareil, en ajouter autant que vous voulez. Alors là, ce qui est important pour nous, c'est le contact, le nom de la personne, en fait, qui va pouvoir nous renseigner sur votre dossier. Par défaut, vous verrez que c'est la personne qui remplit le formulaire dont le nom, le prénom et l'adresse mail s'affichent. Pensez, dans ce cas-là, à éventuellement le changer, parce que si cette personne-là n'est pas la personne qui peut nous renseigner, après on est embêté parce qu'on envoie un message à la mauvaise personne. Donc par défaut, c'est la personne qui remplit, qui s'affiche. Si ce n'est pas cette personne-là qui est susceptible de nous donner des renseignements sur le dossier, il faut penser à changer le nom, le prénom et l'adresse mail. Et donc vous êtes arrivé à l'étape 9, les pièces à fournir. En fait, cette liste elle est à titre indicatif, mais en fonction du type de traitement que vous mettez en œuvre, vous avez les pièces jointes à fournir ou pas. Évidemment, pour un entrepôt de données de santé, on ne demandera pas un avis du CPP ou un avis du CESRES. Donc en fonction de ce que vous remplissez, vous avez les pièces à joindre. Et à cette étape-là, c'est terminé, vous allez pouvoir cliquer sur « Valider ». Alors, avant de cliquer sur « Valider », vous allez avoir le récapitulatif de ce que vous avez saisi. Vous allez pouvoir encore à cette étape-là faire des modifications si vous le souhaitez. Vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, télécharger et puis l'imprimer si vous souhaitez imprimer. Et une fois que vous appuyez sur « Valider », ben dans ce cas, vous recevez automatiquement un petit mail où vous aurez le numéro de votre demande, le lien qui vous permettra d'aller suivre l'avancée de votre demande d'autorisation, et vous aurez aussi une petite indication sur les délais. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini. Hop. Merci. Ouais, on va continuer, on va enchaîner sur le circuit spécifique au RNIPH pour compléter ce que vient de dire Véronique. Donc, typiquement, pour les RNIPH, donc pour le coup, les RIPH ne sont pas concernés avec ce qui va se passer. On a une procédure qui va inclure le CESRES. Et donc, à chaque étape de la soumission, on va du coup réutiliser le téléservice santé de la CNIL. Donc, quand on se met dans la peau d'un porteur de projet qui veut soumettre une demande d'autorisation, on prépare d'abord les pièces de son dossier qui ont été citées précédemment. On saisit une demande sur pro.cnil.fr afin de générer une version PDF du brouillon de demande d'autorisation. Alors déjà, à cette étape-là, il faut préciser que le compte CNIL Pro donc, est bien différent de Démarche numérique, qui intervient donc à l'étape juste après. Ce sont deux outils différents qui vont avoir peu ou prou la même finalité. La démarche numérique est finalement gérée par la plateforme des données de santé, notamment pour les obligations de transparence des projets. Pour accéder à pro.cnil.fr, il faut savoir qu'il y a un seul compte qui peut être géré pour les demandes. On ne peut pas transférer la gestion d'un dossier d'un compte à un autre. Donc une fois qu'on aura saisi sa demande brouillonne sur pro.cnil.fr, on va télécharger le PDF de demande d'autorisation, je vais revenir dessus juste après. On saisit ensuite sur démarche numérique un dossier en y intégrant en pièce jointe le PDF du formulaire du téléservice CNIL. Derrière, c'est à la plateforme des données de santé d'établir si le dossier est complet ou non, et si oui, il organise son passage au CESRES. Après le passage au CESRES, en fonction de son avis, qui est
on vous le souhaite favorable ou favorable à une recommandation. Derrière, le porteur de projet peut retourner sur le téléservice, modifier s'il le souhaite suite aux recommandations ou aux réserves du comité, modifier le formulaire de retour sur le téléservice. Et une fois que le porteur est satisfait de la version finale de son formulaire, il la valide, qui derrière sera transmise à la plateforme des données de santé pour compléter le dossier avec des pièces jointes s'il le faut, et ensuite sera instruit par la CNIL pour autorisation. Donc, pour simplement faire un petit zoom sur les petites étapes, quand on saisit une demande sur pro.cnil.fr, on arrive à cette étape-là, donc, de résumé et d'historique de votre formulaire. Et à ce stade, donc, c'est bien l'étape de brouillon du formulaire qui est demandée. À ce stade, c'est très important de noter qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton validation de la version finale. Il faut simplement appuyer sur le lien en bleu de projet de demande d'autorisation qui vous fera télécharger une version PDF du formulaire. Et donc c'est cette version PDF-là que vous pourrez réutiliser derrière pour vos travaux personnels et l'intégrer dans le dossier sur démarche numérique pour le passage au CESRES. Ensuite, comme je disais, après le passage, on peut retourner sur le téléservice pour, si on le souhaite, modifier le formulaire. Et à ce moment-là, encore une fois, il faut faire très attention à ne pas valider cette version-là, qui derrière vous empêcherait de retourner sur le contenu que vous aurez intégré. Une fois que vous êtes satisfait avec la dernière version modifiée, à ce moment-là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on vous recommande de valider la version finale, qui sera ensuite transmise à la PDS. On valide ensuite derrière si toutes les pièces sont bien concernées, si tous les éléments sont conformes. Et la PDS derrière la soumet elle-même à la CNIL pour autorisation. En synthèse sur les acteurs qui sont impliqués sur toute cette procédure. Donc en premier lieu, il y a bien évidemment le porteur de projet qui remplit le formulaire sur le téléservice. Une fois qu'il a rempli son formulaire à l'étape brouillon, il le télécharge en version PDF, il le soumet sur démarche numérique. Le HDH, donc la plateforme des données de santé, vérifie la complétude du dossier, on vérifie que c'est bien dans le champ de compétences du CESRES. Si jamais il s'avère que c'est une RIPH par exemple, ou une procédure simplifiée qui pourrait être réorientée vers une MR, c'est aussi notre boulot de vous aider là-dessus. Et si tout est en ordre, on transmet le dossier complet au CESRES. Le CESRES émet son avis, avec les finalités, potentiellement des recommandations ou des réserves. En fonction des remarques du comité, le porteur de projet prend note de tous ces éléments-là et, s'il le souhaite, ajoute des modifications sur une deuxième ou troisième version ou quatrième version de votre formulaire sur le téléservice. Quand vous validez la version finale de ce formulaire-là, ça intervient sur notre interface côté plateforme des données de santé, dans laquelle on va intégrer les pièces qu'on aura collectées déjà sur démarche numérique, donc on parle du protocole de recherche, du résumé, des choses comme ça. Et sur demande du porteur de projet, on valide à notre tour pour l'instruire aux côtés de la CNIL, qui va derrière se prononcer sur la demande d'autorisation. Donc pour information, c'est vraiment très important, pour les RNIPH, la validation de l'envoi du dossier à la CNIL ne doit pas intervenir avant le passage au CESRES. C'est bien après le passage qu'on valide officiellement de la soumission de demande d'autorisation. On vous recommande de modifier le formulaire en fonction des remarques du comité éthique. Et c'est très important, dès lors que le formulaire est définitivement validé par vos soins, vous ne pourrez plus en modifier le contenu. Donc c'est vraiment là où vous lâchez les rênes, et c'est côté plateforme des données de santé et CNIL qu'on prend la suite des éléments pour lancer l'instruction. Et voilà, on en a terminé avec la présentation, pile à l'heure, à 11h30. Donc on peut commencer à répondre aux questions. Donc, merci déjà d'avoir participé activement à ces questions. Donc première question, que signifie le numéro dossier pro.cnil et quand on débute un dossier CESRES? Alors, effectivement, il y a deux numéros d'identification des dossiers, tout simplement parce qu'il y a les deux outils qui sont utilisés par la CNIL et par la PDS. Et donc, vous avez simplement un numéro de dossier pro.cnil qui va accompagner le dossier depuis l'étape brouillon
de la soumission jusqu'à l'étape de la soumission auprès de la CNIL. Et il y a un deuxième numéro qui est le numéro du coup démarche numérique, dans lequel, côté PDS, on arrive à faire un parallèle tout simplement pour fluidifier les procédures. Donc vous, de votre côté, vous ne devriez pas en fait avoir à vous en faire de votre numéro de pro.cnil. Pour le coup, c'est aux instructeurs de s'en occuper. J'enchaîne rapidement. Avec ce formulaire, il n'est plus possible de partager un brouillon avec les équipes métiers, ce qui fait reposer la charge de la documentation du formulaire sur une seule personne. Envisagez-vous de revoir cette organisation? Alors, à date, quand vous dites qu'il n'est plus possible de partager un brouillon, comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, vous pouvez tout simplement en télécharger une version PDF. Donc, vous pourriez normalement partager ce brouillon-là en interne tranquillement. Effectivement, vous ne pouvez pas partager la version, on va dire, technique du formulaire. Vous ne pouvez pas partager la vision de votre compte pro.cnil à des partenaires ou des collaborateurs. Mais le fichier en tant que tel de PDF du brouillon, il n'y a aucun problème, vous pouvez le partager en interne. Oui, si tu veux enchaîner. Alors, doit-on obligatoirement soumettre le projet au CESRES ou un avis favorable d'un comité d'éthique autre est-il possible? Du coup, ça dépend. Soit votre recherche est réalisée hors France et il vous faut le comité d'éthique du pays. Soit vous êtes soumis à la réglementation en France et il vous faut l'avis du CESRES. Je suppose que c'était ça la question. Alors, est-il possible d'avoir la trame PDF du nouveau formulaire afin de pouvoir la partager aux sponsors? Effectivement, ça c'est prévu. Donc on va l'envoyer, ce sera une des ressources qui sera disponible dans les prochains jours. Maintenant, c'est aussi facilement faisable, si vous en avez besoin plus ou moins rapidement, de créer un brouillon, on va dire, assez rapidement et le télécharger de version PDF pour que vous ayez la trame du formulaire à disposition. Ouais. Est-ce que cette nouvelle procédure est également applicable pour les demandes de modification substantielle d'une recherche? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, il faut utiliser la procédure actuelle. Il n'est pas prévu pour l'instant. À terme, sans doute oui, mais pour l'instant, il n'est pas prévu de passer par cette procédure-là pour les modifications substantielles. Une fois le dossier initial autorisé par le CESRES et la CNIL, quel est le process pour procéder à un amendement si une modification impacte les éléments déclarés au CESRES et à la CNIL? Du coup, je pense que ça rejoint la question précédente. Comment faire une demande de modification? Et dans ce cas, il faut passer par le site de la CNIL et vous faites une demande de modification. Tout simplement. Ouais. Et alors sur le contenu du formulaire, dans le cadre d'une recherche de type loi Jardé, doit-on cocher à la fois patient et professionnel de santé? Peut-être que je me tourne vers toi, celle-là. Ça dépend. En fait, l'idée de cette étape du formulaire, c'est de savoir qui doit être informé de la réalisation de la recherche. Donc si il y a des professionnels de santé pour lesquels des données à caractère personnel vont être recueillies. Il va donc falloir les informer et donc vous allez cocher la case professionnel de santé. Sur le formulaire des mesures générales pour la recherche en santé, est-ce que tous les items doivent être justifiés? Alors, je ne vois pas exactement dans quelle étape on se trouve, mais en tout cas, dès qu'il faut justifier, de toute façon, vous avez le cadre qui apparaît et on vous demande de justifier. Donc, dès qu'on vous demande de justifier, il faut justifier. Sinon, de toute façon, vous avez une petite étoile rouge qui dit que le champ est obligatoire et que vous ne pourrez pas passer à l'étape d'après si vous ne justifiez pas. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ça arrive. Alors, le formulaire sera-t-il disponible en anglais? C'est une bonne question. On tourne vers la CNIL. C'est une bonne question. Pour l'instant, non. Mais on prend la remarque et
Et oui, c'est pas impossible qu'on le fasse. Ouais. Et oui, pour le coup, il y a des ressources en anglais qui sont aussi partagées côté plateforme des données de santé. De plus en plus. Ouais. Et donc c'est clairement un chantier qui est de plus en plus à l'œuvre, notamment pour se projeter sur l'espace européen des données de santé. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on peut projeter certains éléments du formulaire en direct, si jamais vous avez des remarques plus spécifiques sur certains contenus. Et d'ailleurs, les remarques qu'avait fait Véronique en direct, sachez que dans la version de la présentation qu'on vous partagera, il y aura un détail mis par texte pour bien expliciter chaque item, pour pas que vous ayez simplement à reprendre vos notes d'aujourd'hui. Alors, parmi les pièces justificatives pour les demandes RNIPH, la déclaration d'intérêt du RT et RMO est systématiquement demandée. Or, dans le guide de la PDS, cette déclaration n'est requise que pour les projets utilisant le SNDS. Pouvez-vous nous expliquer ce point? Alors, si je ne dis pas de bêtises, dans le guide de la PDS, effectivement, si on dit qu'on utilise le SNDS, en ces termes, ça veut dire qu'on utilise le SNDS élargi. Et donc à ce niveau-là, c'est plus ou moins généralisé. Ce nouveau périmètre du SNDS-là a été généralisé sur les dernières lois, notamment la loi 2019. Et donc, en fait, c'est plus ou moins généralisé. Toutes les obligations qui découlent de l'utilisation de ces données-là sont généralisées à l'utilisation des données de santé. Et donc oui, effectivement, la déclaration d'intérêt serait systématiquement demandée, tout comme les autres obligations du traitement des données du SNDS élargi, y compris les obligations de transparence. J'espère avoir répondu à la question. Autre question, ce process ne s'applique donc pas ni au MR ni à l'accès classique SNDS. Alors, il ne s'applique pas au MR. Après, qu'est-ce qu'on entend par accès classique SNDS? Si c'est un accès permanent, effectivement, dans tous les cas, ça ne s'applique pas. Un accès hybride non plus. À partir du moment où vous faites une demande d'autorisation de la CNIL, le process va s'appliquer. Oui, comment se passent les retours vers le porteur en cas d'écart ou non-conformité par le HDH ou la CNIL après validation par le porteur? Échange par mail ou via la plateforme? La plateforme permet d'échanger directement, donc les échanges se font par la plateforme. Donc si on a besoin d'éléments complémentaires, on vous écrit via la plateforme et vous pouvez nous répondre aussi via la plateforme. Tout à fait, et également via démarche numérique, côté plateforme des données de santé, en fonction de l'étape à laquelle vous êtes, vous pouvez utiliser une plateforme ou l'autre. Mais pour ce type de remarques, les deux autorités sont compétentes pour vous accompagner. N'est-il pas possible que le dossier CNIL, une fois validé, soit automatiquement transmis au HDH? Car si on oublie de dire au HDH qu'on a validé le dossier CNIL, rien ne se passe. Alors, je vais relire la question pour être certain d'avoir compris. N'est-il pas possible que le dossier CNIL, une fois validé, soit automatiquement transmis au HDH? D'accord. En fait, c'est pas que si vous nous oubliez de dire à la plateforme des données de santé que vous avez validé le dossier, rien ne se passe. En fait, c'est que légalement, on doit avoir une confirmation de votre côté pour le soumettre à la CNIL. C'est pour ça que potentiellement, parfois même, on peut revenir vers vous pour vous demander si vous êtes certain d'avoir bien validé la dernière étape. Malheureusement, pour l'instant, on est un peu obligé de passer par demander une confirmation en plus de vous demander cette validation. Mais c'est typiquement un des aspects de la procédure qui est encore en arbitrage, pour essayer de simplifier au maximum justement ce type de petits goulots d'étranglement qui font un petit peu traîner la soumission, alors qu'évidemment, ce n'est pas le but. Voilà. Il y a d'autres questions qui vont pas tarder. Il y avait notamment une question qui demandait de revenir sur la réutilisation. Tu peux le montrer sur le formulaire. Laquelle, je vais... Vas-y, Véronique je vais vous afficher à l'écran. Afficher le formulaire, ouais. Par exemple, vous pouvez, dans le cadre d'un projet de recherche, vouloir réutiliser la base d'une recherche précédente.
Et nous, on a besoin de savoir si cette recherche en question a bien été soit autorisée par la CNIL, soit a fait l'objet d'un engagement de conformité à une méthodologie de référence. Et si c'est une... je ne sais pas, moi je vais vous donner un exemple. Si c'est une recherche qui a été réalisée en 2000 et que les données devaient être conservées 5 ans, arrivé là, on va vous dire, ben voilà, c'est bizarre, les données à l'issue des 5 ans, dans l'autorisation, c'était indiqué que les données à l'issue des 5 ans seront supprimées. Bon, ben là, il va y avoir un souci sur la légalité, du coup, puisque vous ne pourrez pas réutiliser des données qui, normalement, auraient dû être supprimées ou anonymisées. C'est ça l'idée. Bien, je reprends les autres questions. Une simplification du formulaire démarche numérique de la PDS est-elle envisagée pour éviter les redondances et améliorer l'expérience utilisateur? Alors oui, effectivement, bien sûr, on essaie de travailler au maximum pour éviter les redondances dans les procédures. Donc effectivement, pour répondre simplement oui, c'est envisagé. En fait, aujourd'hui, il y a encore un arbitrage qui est en cours au niveau du respect des obligations de transparence, parce que la PDS est légalement obligée de publier sur le répertoire public les fiches projets des demandes d'autorisation. Et donc aujourd'hui, c'est alimenté par démarche numérique. Et on est en train de regarder pour simplifier tout ça et faire en sorte que le porteur ait le moins possible à remplir les mêmes items. Voilà, donc c'est en cours, mais en tout cas, on a bien le projet en tête. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, dès que ce sera fait. Pour information, on va alimenter une FAQ directement sur l'outil de pro.cnil. Donc typiquement, je sais que sur les DPI, potentiellement on peut avoir des questions sur si on est éligible ou pas, ou par exemple même pour l'AIPD. Donc ce sera des éléments qui seront intégrés. Vous aurez des éléments par écrit directement sur l'outil pour potentiellement répondre à vos questions. Donc sur le formulaire HDH, on ne peut mettre que 3 RT. Envisagez-vous de pouvoir en ajouter autant que faire se peut? Exactement, c'est pour vous répondre simplement oui. On va arrêter de vous demander uniquement 3 RT. On va vous en proposer de mettre en fait un seul cadre répétitif pour le RT, donc vous pourrez en ajouter autant que vous voudrez. Simplement pour information, ce sera le premier RT, donc le RT principal, qui sera migré sur le répertoire public, donc sur la fiche projet qui va être publiée sur le répertoire public de la PDS. Ce sera uniquement le premier RT. Mais voilà, si pour le bien-être de l'instruction, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc ça, c'est pareil, c'est prévu dans le même chantier que la refonte des formulaires. Donc ça devrait être fait normalement dans le courant du 2e semestre. Mais en tout cas, il y aura des communications qui seront réalisées. Dans combien de temps recevrons-nous une réponse positive ou négative? Du coup, je ne sais pas à quoi ça se rapporte. Est-ce que c'est à la question... Ah, alors si sur les délais de traitement des dossiers, c'est 2 mois renouvelables une fois, donc 4 mois maximum. Mais ça, c'est effectivement les délais d'instruction vous sont rappelés dans le mail de confirmation que vous recevez quand vous faites la demande d'autorisation en ligne. Et... Pourriez-vous nous montrer comment télécharger le PDF? Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Donc Véronique arrive pour vous projeter ça. Alors, il faut que j'aille au bout du coup de la... Donc pour rappel, le téléchargement du PDF, il arrive en toute fin du process. Donc on est obligé de valider chaque étape. Et on arrive bien au bout. En fait, il faut simplement faire un CTRL-P. Et vous choisissez PDF.
Et quand vous faites imprimer, il va vous proposer de l'enregistrer. Voilà. Mais je ne peux pas vous montrer tout. Donc c'est ça l'idée. Vous faites un CTRL-P. Et dans votre imprimante, vous ne choisissez pas votre imprimante habituelle. Vous enregistrez au format PDF. Je ne sais pas, c'est peut-être petit, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, vous cliquez sur enregistrer au format PDF. Est-ce que tu peux revenir sur l'interface du formulaire et descendre encore tout en bas? À ce moment-là, vous avez simplement le récapitulatif de ce que vous avez marqué. Vas-y, descends. À ce moment-là, c'est important, vous pouvez, c'est là où vous devez valider cette version du brouillon. Donc vas-y, tu peux cliquer. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez sur une interface. Ça va arriver. Il rame un peu, mais... Décidément. En tout cas, c'est une fois que vous avez validé cette version-là, vous allez arriver sur l'interface où il y aura, comme on montrait tout à l'heure sur les slides, un lien bleu en fait, de PDF de cette version du brouillon. Donc vous avez juste à appuyer sur ce lien pour télécharger le PDF. Voilà, donc il y a deux façons de le faire, ce que vient de vous montrer Véronique, et le téléchargement vous via le lien. montrer la deuxième, mais... Enchaîner. Ah, ça y est. Parfait. Donc c'est ça, on arrive devant l'historique et le résumé, et vous appuyez, voilà, exactement ici. Là, c'est votre accusé de réception. Sous la forme d'accusé de réception, vous avez tout le formulaire. C'est tout ce que vous avez renseigné, en fait, dans le formulaire. C'est ça. Donc c'est là aussi, tout à l'heure, on nous demandait la trame du formulaire. Typiquement, si vous rédigez un brouillon quasi vide, vous pouvez télécharger la trame. Mais on vous la fournira bientôt. Ensuite, est-il possible d'afficher l'écran relatif aux mesures techniques qui peuvent être complétées en lieu et place de l'AIPD? Est-ce que... Ouais, peut-être une question côté CNIL. Alors, je vais tout en bas. Est-il possible d'afficher l'écran relatif aux mesures techniques qui peuvent être complétées en lieu et place de l'AIPD? Alors, il faut que je ou sinon, on peut peut-être remettre la slide. On va prendre une question en attendant. En attendant. A priori, on n'a pas d'autres questions. Peut-on remplir le formulaire CESRES en parallèle avec celui-ci? Alors oui, vous pouvez le remplir, mais dans tous les cas, en fait, pour valider le formulaire CESRES, donc sur démarche numérique, vous allez devoir intégrer en pièce jointe le PDF du brouillon du formulaire CNIL. C'est là effectivement où il y a quand même ce petit détail à avoir pour lancer la procédure. Encore une fois, peut-être que pour vous ça représente une petite charge en plus, mais voilà, sachez que ça simplifie la prise en charge et les instructions des projets en interne. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des instructions de meilleure qualité encore. Donc effectivement, vous pouvez commencer à remplir le formulaire CESRES, en tout cas avec les informations que vous avez à disposition. Mais pour le valider, il faudra votre PDF brouillon côté CNIL. Malheureusement, je pense que ce sera compliqué de reprojeter le formulaire. Reprocher le formulaire. Petite manip. Mais voilà, on a encore quelques minutes pour d'autres questions, si vous en avez. Alors, je ne crois pas avoir vu la mention des exceptions article 9. Si, elles y sont. Elles y sont. Il y a la partie où on vous demande, c'est à l'étape où on vous demande article 6 du RGPD, quelle est votre base légale, et article 9, quelle est l'exception pour traiter les données sensibles. Je l'avais montré peut-être un peu rapidement, mais si, il y a bien les deux. Voilà.
Voilà, encore une fois, on reste disponible pour la fin de... On y reste 5 minutes pour quelques questions. N'hésitez pas, encore une fois, on vous met dans le chat, on vous a mis dans le chat normalement d'autres ressources qui vous aideraient à caractériser votre recherche si vous êtes une RIPH, une RNIPH, si vous êtes du coup destiné ou non à réaliser une demande sur le téléservice. Parce qu'il faut bien savoir que si vous êtes éligible à un cadre simplifié, une MR, tout de suite vous pouvez simplement arrêter votre démarche sur le téléservice et faire une autre démarche auprès de la CNIL pour prouver votre conformité. Ah, il y a une question sur les DPI. Qui doit déclarer et signer la déclaration? La personne morale du RT ou les personnes impliquées dans la mise en œuvre? À mon sens, c'est le RT, mais... Pareil pour ce genre de questions, Ouais. potentiellement aujourd'hui tout de suite on n'aurait pas la réponse formelle. On l'intégrera dans la FAQ. Donc, dans tous les cas, dans les semaines à venir, il y aura des éléments de réponse pour notamment les obligations de DPI et d'AIPD. Il nous reste à vous remercier de vous être connectés. Merci pour vos questions, nombreuses questions. Donc on va vous faire parvenir les slides de ce webinaire. Et pensez aussi à remplir le questionnaire de satisfaction quand vous allez le recevoir. Et sinon, un bon appétit et une bonne journée à vous tous. Merci à tous. Merci.